L'équipage d'un vol appelle la police sur une femme noire à la porte d'embarquement. Puis, elle sort son idée de sénatrice américaine. Ils disent que le cœur d'un aéroport est toujours battant d'intensité. Passagers pressés, changement de porte de dernière minute et le compte à rebours silencieux des heures de départ. Mais un jour d'été brûlant, à la porte de Delta Airlines à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, quelque chose de bien plus intense qu'une connexion ratée allait se produire. Des murmures se propagèrent dans la foule. Une femme noire se disputait avec les agents de la porte, les poings serrés autour de son bagage à main, les larmes menaçant de couler. Une légère panique se répandit lorsque la sécurité fut appelée. Personne ne savait que cette femme n'était pas simplement une passagère pressée de monter à bord. Son prochain geste allait stupéfier les spectateurs et tout changer. Amara Jackson s'était réveillée dans une brume ce matin-là. Elle n'avait pas bien dormi depuis des semaines. Les audiences des comités avaient été brutales, lui demandant de passer en revue des centaines de pages de documents politiques. De plus, elle avait voyagé à travers le pays, rencontrant des électeurs enthousiastes à l'idée de voir une jeune femme noire mener des réformes sociales au Sénat des États-Unis. La sénatrice Jackson, à peine dans la trentaine, était une exception, jeune, déterminée et infatigable lorsqu'il s'agissait de défendre ses convictions. Elle avait défié toutes les attentes pour remporter son siège lors d'une élection spéciale il y a 2 ans, représentant son état natal avec une vigueur que beaucoup de ses collègues plus âgés admiraient, voire ressentaient de la rancéure. Ce matin-là, elle se tenait dans sa chambre d'hôtel à Atlanta, repassant son tailleur bleu marine. Son vol était prévu pour 10h15, en partance de Hartsfield-Jackson. Elle rangea soigneusement son idée officielle de sénatrice dans son portefeuille, une routine tellement familière qu'elle aurait pu la faire les yeux fermés. En jetant un coup d'œil dans le miroir de la salle de bain, Amara s'offrit un sourire fatigué mais optimiste. Elle n'avait qu'une journée à Washington D.C. avant de devoir repartir immédiatement à Atlanta pour une conférence à l'université locale. « Tu peux le faire », se murmura-t-elle, essayant de raviver cette étincelle qui était autrefois si facile à trouver. Son reflet lui renvoyait chaque revers et chaque triomphe. Ses cheveux noirs étaient soigneusement épinglés en un chignon bas, et elle portait un maquillage minimal. Elle voulait paraître posée, surtout si des électeurs la reconnaissaient, mais elle voulait aussi se fondre dans la foule. Le voyage en avion était devenu un test d'endurance. Elle avait juste besoin d'arriver sans drame. Pourtant, en roulant sa valise vers le hall de l'hôtel, une sensation étrange lui serra le cœur. Quelque chose dans cette journée lui semblait étrange. Dans son métier, les intuitions bizarres pouvaient parfois être dues au stress. Elle chassa cette pensée. Dans quelques heures, elle serait dans son siège à bord du vol Delta 3721, sirotant un café et révisant les documents pour l'audience à venir. L'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, le plus fréquenté au monde, vibrait de l'activité matinale typique. L'odeur du café fraîchement préparé flottait depuis les cafés près du point de contrôle de sécurité. De longues files de passagers, des voyageurs d'affaires, des familles en vacances et des étudiants se faufilaient autour des stèles. Amara arriva tôt, comme à son habitude, et franchit la sécurité sans problème. Elle s'était habituée au regard des passagers. Peut-être qu'ils avaient vu son visage à la télé ou l'avaient reconnu sur une affiche. Certains étaient simplement intrigués par son assurance, mais elle traversait généralement les lieux en acquiesçant poliment à quelques personnes qui tentaient de capter son attention. Elle acheta un espresso double au Starbucks près de la porte à 21. Il avait un goût un peu brûlé, mais elle avait besoin de la caféine. Puis elle repéra sa porte, là à 27, où des passagers faisaient déjà la queue, attendant nerveusement l'annonce de l'embarquement. L'écran au-dessus affichait le vol 3721 à destination de Washington D.C., départ à 10h15, à l'heure. Convaincue qu'elle était encore en avance, Amara s'assit à l'écart, sortit son ordinateur portable et vérifia son emploi du temps de la journée. Au moins une demi-douzaine de membres de son équipe l'attendaient à D.C. pour son arrivée. Il y avait des appels à passer pour des changements de dernière minute dans son discours et une rapide interview à finaliser. Alors qu'elle tapait, une jeune mère avec un bébé qui pleurait prit place à côté d'elle. Amara lui offrit un sourire aimable, bien que la mère semblait trop débordée pour le remarquer. Le chaos de l'aéroport ne la dérangeait pas. Elle prospérait dans cette énergie, dans ce mouvement perpétuel. Pourtant, elle se surprit à jeter des regards furtifs aux agents de la porte. 2 employés d'âge moyen portaient l'uniforme de Delta derrière le comptoir, une femme aux cheveux courts et bouclés, portant un badge avec le nom Brenda, et un homme avec des lunettes posées au bout du nez, dont le badge disait Carlos. Ils désignaient parfois l'écran au-dessus d'eux ou tapaient sur leurs ordinateurs.
Tout semblait normal. Juste un autre jour. 30 minutes avant l'embarquement, Amara décida de s'étirer un peu. Elle attrapa son bagage à main et son sac d'ordinateur portable, se dirigeant vers la fontaine pour remplir sa bouteille réutilisable. En revenant, alors qu'elle traversait le couloir animé, elle sentit quelqu'un la heurter violemment à l'épaule. « Ouf !» s'exclama-t-elle, trébuchant d'un pas. Un homme grand en costume d'affaires la dévisagea, comme si c'était de sa faute. Elle s'excusa rapidement, bien qu'elle ne fût pas entièrement responsable. Il roula les yeux et s'éloigna en marmonnant quelque chose. Amara lâcha un long soupir. Bien qu'elle fût habituée aux micro-agressions, la brutalité de cette attitude lui fit encore mal. Alors qu'elle s'apprêtait à retourner à son siège, elle aperçut un groupe de personnes près du comptoir de la porte. Un troisième agent de la porte, dont le badge indiquait Trevor, était en train de se disputer avec un passager. Le passager, une jeune femme noire avec des cheveux tressés, semblait angoissée. Sa voix était élevée, mais elle ne criait pas. Amara s'arrêta, incertaine de savoir si elle devait intervenir. Elle savait par expérience qu'intervenir dans une dispute aléatoire pouvait aggraver les choses. Cependant, en observant, elle vit que la voix de l'agent Trevor montait aussi. « Madame, je vous ai déjà dit que si vous ne vous calmez pas, vous ne monterez pas dans cet avion, » dit-il, le visage rouge. Le passager semblait sur le point de pleurer. « Je ne suis pas agressive, je veux juste que vous régliez ma réservation, ma place est doublement réservée, et je dois prendre ce vol. » Brenda, l'agent qu'Amara avait remarqué plus tôt, s'approcha et posa une main sur l'épaule de Trevor. Ils guidèrent la passagère à l'écart de la foule pour parler en privé. Les passagers autour de la porte lançaient des regards nerveux. Bien que mal à l'aise, Amara décida de ne pas s'immiscer pour l'instant. Elle retourna à son siège, enfila ses écouteurs anti-bruit et essaya de se concentrer sur ses emails. Pourtant, son cœur se serra de sympathie pour cette jeune femme. Elle avait déjà vécu des situations où elle avait dû se battre pour la place qu'elle avait payée. Les compagnies aériennes surréservent parfois, mais la peur dans les yeux de cette femme, Amara la reconnaissait. C'était la peur d'être étiquetée comme une femme noire en colère, la peur que la moindre contestation entraîne la sécurité sur elle, peu importe à quel point sa plainte était justifiée. À 9h45, les agents de la porte annoncèrent l'embarquement pour le premier groupe. Les passagers handicapés, les familles avec de jeunes enfants et les militaires actifs étaient invités à embarquer. Amara, qui avait normalement droit à un embarquement prioritaire, décida de patienter. Elle préférait s'installer discrètement, sans faire de vagues. Elle voulait aussi voir si la jeune femme avait réglé son problème de réservation. Trevor faisait les dernières annonces lorsque le même homme grand qui l'avait bousculé plus tôt s'avança furieusement vers la porte. Il semblait furieux, pointant sa montre, se plaignant de vouloir embarquer immédiatement. Pendant ce temps, la jeune femme se tenait à l'écart, des larmes aux cils, fouillant dans son sac à la recherche de documents. La tension était palpable. Lorsque le groupe 2 fut appelé, la ligne se forma rapidement. Amara se joignit à la queue, jetant des regards furtifs autour d'elle. C'est alors qu'elle entendit Trevor parler d'une voix basse mais ferme à la jeune femme. « Vous ne montez pas dans cet avion. Je vous ai dit de vous calmer, et vous avez continué à discuter. »« J'ai payé mon billet, » insista la femme. « Je ne crie pas, je ne menace personne. Je veux juste parler à un superviseur pour savoir pourquoi mon siège a été attribué à quelqu'un d'autre. » Amara savait comment ces situations pouvaient dégénérer. Elle hésita, mais sa conscience prit le dessus. Elle sortit doucement de la file, s'approcha de la jeune femme et lui demanda discrètement si elle avait besoin d'aide. La femme, dont le badge de la conférence affichait Kenya, tourna son regard vers Amara, visiblement soulagée. « Il ne vérifie même pas mon code de confirmation, » dit Kenya, la voix tremblante. « Ils disent que j'ai été impoli, mais ce n'est pas vrai. Je me suis juste énervé parce que le siège que j'ai payé il y a des mois apparemment a été pris. »« Je comprends, » répondit Amara doucement. « Je vais voir si je peux vous aider. » Amara s'adressa alors calmement à Trevor. « Y a-t-il un superviseur avec qui nous pourrions parler ou pourriez-vous revérifier le billet de la passagère? Peut-être qu'il y a eu un malentendu. » Trevor grimaça, clairement irrité. « Madame, ça n'a rien à voir avec vous. S'il vous plaît, faites la queue si vous embarquez. Nous gérons ça. » Quelque chose dans son ton fit se tendre les épaules d'Amara. Elle prit une profonde inspiration. « Je comprends,
Je demande simplement de l'aide pour elle, si c'est possible. Nous gérons ça, cracha presque Trevor. Puis il se tourna vers Kenya. Madame, si vous ne vous écartez pas maintenant, j'appelle la sécurité de l'aéroport. Amara sentit que la situation était sur le point de dégénérer. Elle se tourna vers Kenya. Écoutez, allons à côté et appelons la ligne de service client de Delta ou demandons un manager. Avant qu'elle ne puisse bouger, l'homme grand derrière elle souffla. Encore en train de causer des problèmes. Voilà pourquoi certaines personnes n'arrivent jamais à se débrouiller. Il secoua la tête avec dégoût, assez fort pour que toute la zone de la porte l'entende. Plusieurs passagers jetèrent des regards, mais personne ne prit la parole. Les lèvres de Kenya tremblèrent. Je ne cause aucun problème, je veux juste mon siège. Amara posa doucement une main sur l'épaule de Kenya. Ignore-le, voyons si nous pouvons résoudre ça. Amara et Kenya s'éloignèrent de la porte, mais Trevor les suivit. Puis Brenda arriva, l'air tendu. Que se passe-t-il? Nous avons un vol à prendre, exigea-t-elle, les bras croisés. Amara répondit calmement. J'espérais que nous pourrions clarifier l'assignation du siège de Kenya. On lui a dit que le siège était doublement réservé. Elle demande soit un autre siège, soit un remboursement, quelque chose pour résoudre ça. Elle affirme ne pas avoir été agressive, et je n'ai pas vu de menace dans son comportement. Les narines de Brenda se dilatèrent. Êtes-vous avec la compagnie aérienne, madame? Je suis juste une passagère concernée, dit Amara. Nous sommes toutes les deux réservées sur ce vol. Alors, veuillez vous occuper de votre propre réservation. Si vous n'êtes pas impliqué dans cette conversation, éloignez-vous. Amara sentit la chaleur monter dans sa poitrine. Elle avait déjà eu affaire à des bureaucrates au Sénat, mais jamais elle ne s'était fait aussi clairement éclipser en public. Je demande simplement de les quitter, répéta-t-elle, sa voix contrôlée. Kenya craint de rater ce vol. Si vous ne pouvez pas la placer, peut-être qu'elle peut être réacheminée sur un autre vol ou recevoir une compensation. Y a-t-il un manager? Nous n'avons pas de temps pour ça, répliqua Trevor, en éclatant. Elle a été impolie avec moi depuis le début. Je ne vais pas la laisser monter dans l'avion. Les yeux de Kenya s'écarquillèrent. Je vous ai juste demandé de vérifier le numéro de mon siège. Vous êtes irrespectueuse et bruyante, siffla-t-il. Kenya protesta, bien que sa voix soit à peine plus élevée que la normale. Je ne suis pas. Brenda secoua la tête. Je pense que nous en avons assez. Trevor, appelle la sécurité. C'était comme un coup de tonnerre. Les mots sécurité eurent un effet glaçant. Certains passagers détournèrent les yeux, désireux d'éviter toute implication, tandis que d'autres observaient, les yeux écarquillés, les téléphones en main. Amara ne pouvait pas croire à quelle vitesse la situation avait dégénéré. « Appelez la sécurité pourquoi ?» intervint Amara, haussant légèrement la voix. « Elle n'a rien fait de mal. » Trevor l'ignora, déjà au téléphone. « Oui, nous avons une passagère indisciplinée à la porte 27. Elle refuse de se conformer. Veuillez envoyer quelqu'un immédiatement. » Le cœur d'Amara battait fort. Elle connaissait le script. Dès qu'une compagnie aérienne appelle une passagère indisciplinée, en particulier une passagère noire, la situation pouvait vite dégénérer. Elle devait désamorcer cela. Mais comment? Madame, dit Brenda en se tournant vers Amara, soit vous embarquez maintenant, soit vous vous écartez. Nous n'allons pas discuter de cela plus longtemps. Amara redressa les épaules. Le prochain mouvement qu'elle ferait serait crucial. Je vais rester ici avec Kenya jusqu'à ce que cela soit résolu ou jusqu'à ce qu'une personne plus haut placée de Delta vienne s'en occuper correctement. Quelques minutes plus tard, 2 policiers de l'aéroport arrivèrent. Un homme et une femme. La main du policier masculin reposait sur la matraque à sa taille. L'officier féminin portait un carnet de notes. C'était une scène qui attira l'attention de tout le hall. « Officier, par ici » appela Trevor, un air de soulagement inondant sa voix comme s'il venait de sauver la situation. Cette femme cause une perturbation et refuse de quitter la zone d'embarquement. « Lequel » demanda l'officier féminin. Trevor pointa du doigt Kenya. « Elle, c'est elle. Et cette autre dame interférerait aussi. » Il désigna Amara d'un pouce. Le souffle de Kenya se précipita. Amara pouvait voir des larmes monter dans ses yeux.
Elle s'avança, forçant sa voix à rester calme et respectueuse. « Officier, je m'appelle Amara Jackson. Kenya et moi sommes des passagères ici. » On lui a dit que son siège avait été doublement réservé. Elle a essayé de régler le problème, mais l'agent de la porte a affirmé qu'elle était impolie et maintenant elle lui interdit de monter dans l'avion. Nous n'avons fait aucune menace. Trevor coupa la parole. Elle élevait la voix contre moi et a refusé de s'écarter du comptoir. L'officier masculin observa Kenya, étudiant son langage corporel. « Madame, avez-vous élevé la voix contre lui ?» Kenya secoua vigoureusement la tête. « Je lui ai juste demandé de vérifier mon billet. Oui, je me suis énervé, mais je n'ai jamais crié. Ce vol est important pour moi, je ne peux pas juste l'abandonner. J'ai l'enterrement de ma tante à décès demain, Elle se coucha la voix, les yeux pleins de larmes. Amara avala difficilement, sentant l'injustice du moment. Tant de fois, une voix élevée ou une attitude perçue chez une femme noire était étiquetée comme agressive, tandis que d'autres s'en sortaient avec de véritables explosions. L'officier féminin griffonna quelques notes. Y a-t-il un manager ou un superviseur chez Delta qui peut clarifier le problème du siège? Trevor haussait les épaules, inutile. Brenda croisa les bras, roulant des yeux. Nous sommes les superviseurs de service. Notre politique dit que si un passager devient agressif ou menaçant, nous pouvons refuser de rendre service. L'officier masculin soupira, jetant un regard à Amara et à Kenya. Nous ne pouvons pas forcer la compagnie aérienne à vous installer, madame. Une vague d'impuissance menaça de faire écrouler la composure de Kenya. Mais je n'ai rien fait. C'est mon siège. Elle fouilla dans son sac, tirant un ticket de confirmation plié. Ses yeux se tournèrent vers Amara, suppliant de l'aide. Amara ouvrit la bouche pour parler, mais Trevor intervint à nouveau. « Officier, elle cause une scène. Nous avons besoin qu'elle quitte la zone pour que nous puissions embarquer les autres passagers. »« Les deux ?» demanda l'officier féminin. « Les deux, » répondit Brenda. « Refusez-vous de leur rendre service à toutes les deux ?» Elle inspira profondément, se préparant. « Officier, » Amara s'adressa aux deux policiers. « Je suis une sénatrice des États-Unis, voyageant incognito. C'est mon vol officiel de retour à Washington D.C. J'ai tous les droits d'être ici, et je peux soutenir un autre passager si je pense qu'il est maltraité. » Un silence tomba. Amara sortit discrètement son portefeuille et en sortit son identifiant officiel du Sénat des États-Unis. Les yeux de l'officier féminin s'écarquillèrent tandis qu'elle l'examinait attentivement. L'officier masculin redressa sa posture. Les expressions suffisamment satisfaites de Trevor et Brenda se fanèrent. Un murmure se répandit parmi les passagers autour. L'homme grand qui s'était plaint plus tôt fit un pas en arrière, ne voulant clairement plus être impliqué. « Sénatrice Jackson » lut l'officier féminin à voix haute, les yeux allant de l'identifiant au visage d'Amara, vérifiant la photo. « J'ai entendu parler de vous, madame. » Amara hocha la tête et remit son identifiant dans son portefeuille. « C'est exact. Je voulais garder mon identité discrète, mais ces circonstances exigent de la transparence. » Trevor avait l'air d'avoir avalé un citron. Brenda commença à faire marche arrière, bredouillant. « Nous ne savions pas que vous étiez sénatrice. » Amara dit d'une voix calme mais ferme. « Vous ne devriez pas avoir à le savoir pour nous traiter avec équité. Tout ce que nous voulions, c'était résoudre un problème de siège. » La révélation provoqua une frénésie à la porte d'embarquement. Certains passagers sortaient leur téléphone, probablement en train d'enregistrer. D'autres murmuraient entre eux, échangeant des regards furtifs aux agents de la porte. Les policiers échangèrent des regards, incertains sur la manière de procéder. Une passagère, une femme plus âgée portant une robe florale brillante, s'avança timidement. « J'ai vu ce qui s'est passé, » dit-elle d'une voix tremblante. Cette jeune dame n'avait pas l'air menaçante du tout. Elle semblait juste contrariée. Un autre passager, un homme noir d'âge moyen en costume, acquiesça. « Je confirme cela. J'attendais que mon groupe soit appelé et j'ai vu toute la scène. L'agent de la porte a aggravé la situation, pas elle. » Trevor les regarda d'un air noir, mais ne dit rien. À ce moment, Brenda tenta de redresser la situation. « Nous pouvons vérifier s'il y a des sièges disponibles, » murmura-t-elle.
Vous le ferez, dit l'officier masculin en croisant les bras. Il semblait avoir décidé qu'il n'y avait pas de menace immédiate. Madame, s'adressa-t-il à Kenya. J'ai besoin de votre billet et de votre pièce d'identité pour confirmer tout ça. Kenya lui remit ses documents, un soupir de soulagement se dessinant sur son visage. Amara se tenait à ses côtés, les bras croisés, et adressa un signe de remerciement au policier. Pendant ce temps, Trevor tapotait furieusement sur son ordinateur. Son visage était pâle et ses yeux scrutaient nerveusement Amara et les passagers environnants. Après quelques minutes tendues, Brenda annonça. « Il y a un siège disponible en Économie Plus. Nous pouvons vous y installer. » Kenya faillit s'effondrer de soulagement. « Merci. Ça me va. » Amara prit la parole. « Et vous ne m'interdisiez pas de prendre ce vol, n'est-ce pas ?» Brenda avala difficilement. « Bien sûr que non, sénatrice. Nous vous accueillons à bord. » L'officier féminin rendit les documents de Kenya. « Tout est en règle, madame. Il n'y a aucun problème ici. » Elle marqua une pause, jetant un regard aux agents de la porte. Cela aurait pu être géré mieux. Trevor, visiblement en colère, esquissa un sourire forcé. « Merci, officier. Nous apprécions votre aide. » Amara remercia également les officiers, bien que des sentiments amers bouillonnaient dans son estomac. La confrontation était terminée, mais seulement parce qu'elle avait révélé son pouvoir. Kenya était visiblement secouée, mais reconnaissante. L'embarquement reprit, bien que l'atmosphère fût tendue, avec des regards silencieux de jugement. Les passagers lançaient des regards noirs à Trevor et Brenda en montant à bord. Quelques-uns murmurèrent des mots de soutien à Kenya, qui essayait de garder la tête haute, bien que ses joues brillaient de larmes. Amara monta à bord juste derrière Kenya. Elle repéra le siège de la jeune femme, le 12D, près de l'avant de la section Économie Plus. Pendant ce temps, Amara se rendait dans son siège habituel en classe affaires, le 5C, payé avec ses fonds personnels pour garder ses frais de voyage officiels exempts de toute controverse. Ce fut un vol court, mais elle aimait avoir de l'espace pour travailler. Alors qu'Amara s'installait dans son siège, elle ressentit un mélange inconfortable de triomphe et de tristesse. Oui, ils avaient résolu le conflit immédiat, mais la cause sous-jacente, les préjugés raciaux et les agents de la porte qui outrepassaient leur autorité, restaient comme une blessure ouverte. Elle avait révélé son identité de sénatrice pour désamorcer la confrontation. Mais qu'en aurait-il été si elle n'avait été qu'une autre femme noire sans titre officiel? Les policiers l'auraient peut-être évacuée de force, ou au moins l'auraient forcée à se retirer. Alors que les hôtesses de l'air préparaient la cabine pour le décollage, Amara ne pouvait s'empêcher de rejouer l'incident dans son esprit. Chaque détail semblait être la preuve d'un problème systémique qu'elle avait consacré sa carrière à exposer et à réformer. Le fait que cela se soit passé en pleine vue, avec autant de témoins, lui donnait des frissons. Le pouvoir, pensa-t-elle sombrement. Le pouvoir, pensa-t-elle sombrement. C'est ce qui se passe quand seul le pouvoir peut neutraliser les préjugés. Peu après le décollage, le signal de la ceinture de sécurité s'éteignit. Les passagers commencèrent à se détendre, certains lisant, d'autres commandant des boissons. Amara ouvrit son ordinateur portable pour affiner son discours pour l'audience à venir. Dans ce discours, ironiquement, elle abordait les droits égaux et les politiques antidiscrimination dans les institutions publiques. Une demi-heure après le décollage, elle sentit une présence près de son rang. C'était une hôtesse de l'air. Son étiquette indiquait Myriam. Elle semblait préoccupée. « Sénatrice Jackson, dit-elle doucement. Je tiens à m'excuser pour l'incident à la porte d'embarquement. Brenda nous a informé qu'il y avait eu un malentendu. » Amara offrit un sourire poli mais prudent. « Merci. C'était perturbant, mais espérons que nous pourrons aller de l'avant. » Myriam hocha la tête, s'approchant un peu plus. « Je suis d'accord. Je voulais personnellement. Je présente mes excuses. Pas tout le monde est au courant de votre statut eh bien, elle hésita, cherchant ses mots. Certaines personnes peuvent être rapides à juger. » Amara exhala. « J'apprécie que vous soyez venu, mais la vraie excuse devrait être adressée à mademoiselle Kenya. C'est elle qui a été menacée d'expulsion. » Les yeux de Myriam se dirigèrent vers l'arrière de l'avion. « Oui, bien sûr, je crois qu'un collègue est en train de lui parler maintenant. » Amara hocha simplement la tête. Elle sentait que Myriam était sincère,
Mais la sincérité ne réparait pas les problèmes structurels. Alors que Myriam partait, une vague d'épuisement envahit Amara. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, constatant qu'elle n'avait pas de signal pendant le vol. Elle tenta de se concentrer sur son ordinateur portable, mais les mots de son discours se brouillèrent. Son estomac se noua. Soudain, un tumulte venant de la cabine économique parvint à ses oreilles, des voix élevées à nouveau. Les yeux d'Amara se levèrent instantanément, scrutant l'allée. Une hôtesse de l'air se précipitait vers l'avant. Un passager masculin criait quelque chose à propos de favoritisme et de traitement spécial. L'équipage de vol s'efforçait de le calmer. Amara se leva prudemment, contournant le signe de la ceinture de sécurité qui venait de s'allumer en raison de légères turbulences. En scrutant l'allée, elle aperçut l'homme grand de tout à l'heure, celui qui l'avait bousculé, se tenant près du siège de Kenya, pointant vers elle. « Comment se fait-il qu'elle ait une meilleure place, hein ? Moi, j'ai été un client fidèle de Delta pendant des années, mais je suis coincé dans le siège du milieu et elle entre tranquille, hurlait-il. Kenya avait l'air dévasté, l'hôtesse de l'air se tenant protectivement entre elle et l'homme. « Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, supplia l'hôtesse. Calmez-vous, tout ce que je demandais, c'est pourquoi elle a eu une meilleure place. Vous ne pouvez pas simplement me laisser passer comme ça. C'est parce qu'elle est amie avec cette sénatrice ou quoi? Et les autres? » Une deuxième hôtesse se joignit pour apaiser la scène. Les passagers grognèrent, certains se couvrant le visage, d'autres tournant la tête pour regarder. La tension monta encore. Amara s'avança dans l'allée. « Monsieur, dit-elle d'un ton ferme, elle est là parce que la compagnie aérienne a fait une erreur et l'a corrigée en la plaçant dans ce siège. Ce n'est pas un surclassement à vos dépens. » Ses yeux se braquèrent sur Amara. « Ah, donc la sénatrice défend son amie, hein? C'est de la discrimination contre nous tous. Je dis pas que c'est raciste, je dis juste que c'est pas juste. » Les lèvres d'Amara se serrèrent. « Vous causez une perturbation pour rien. » Les hôtesses de l'air tentèrent de le guider de nouveau vers son siège, insistant doucement sur le fait que l'assignation des sièges était le résultat d'un surbooking et que la compagnie aérienne avait le droit d'accommoder les passagers comme elle le souhaitait. Mais il continua à marmonner, rendant l'atmosphère de la cabine très tendue. Finalement, les hôtesses menacèrent de le signaler au marshal de l'air s'il ne se calmait pas. Cela sembla suffire à le faire taire. Il retourna à son siège en bougonnant, mais les dégâts étaient déjà faits. L'atmosphère était devenue étouffante. Amara échangea un regard compatissant avec Kenya, qui lui murmura merci de l'autre côté de l'allée. Amara hocha la tête, retournant à son siège. Le vol se poursuivit dans un silence tendu. Les passagers évitaient le contact visuel, absorbés dans leur téléphone ou magazine. Pendant ce temps, les pensées d'Amara tournaient à toute vitesse. Elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ses propres expériences. Le moment où elle avait été questionnée, où elle avait ressenti le jugement, à chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Même en tant que sénatrice des États-Unis, ce préjugé sous-jacent ne disparaissait jamais complètement. Elle était protégée par son titre. Mais dès qu'elle sortait de ce rôle, aux yeux des autres, elle devenait juste une autre femme noire, sujette à la suspicion. Elle s'inquiétait pour Kenya, pour toutes les autres Kenyas dans le monde qui n'avaient pas une sénatrice à leur côté. Combien de fois avait-elle été expulsée de vol ou, pire, arrêtée, simplement parce que quelqu'un les percevait comme une menace? Elle serra les poings. Cela ne peut plus continuer, pensa-t-elle, son indignation alimentant son sens du devoir. Je ferai en sorte que ça ne continue pas. 45 minutes plus tard, le capitaine annonça leur descente initiale vers Washington DC. Le bruit habituel des dossiers remontés et des plateaux repas rangés remplissait la cabine, mais un sous-courant de malaise persistait parmi les passagers. Lors de l'atterrissage, l'avion se dirigea vers la porte à l'aéroport Ronald Reagan Washington National. Les hôtesses de l'air remercièrent tout le monde d'avoir volé avec Delta, mais leur voix portait un ton plus retenu, comme si elles savaient que les événements de ce vol résonneraient longtemps après que tout le monde soit descendu. Amara rassembla ses affaires et sortit de l'avion avec les autres passagers de classe affaires, s'arrêtant à la porte pour remercier les pilotes. Elle jeta un coup d'œil en arrière pour voir comment allait Kenya, mais elle fut poussée en avant par la ligne des passagers sortants. En entrant dans le J-Bridge, elle aperçut un petit groupe d'officiers de sécurité de l'aéroport qui les attendait à l'extrémité, discutant tranquillement entre eux. Son cœur se serra. Est-ce que Trevor avait prévenu à l'avance de l'incident pour sauver sa face? Elle se prépara à toute éventualité en quittant le J-Bridge,
et effectivement, l'un des officiers s'approcha. « Sénatrice Jackson » demanda-t-il poliment. Elle hocha la tête. « Oui. » Il s'éclaircit la gorge. « On nous a informé d'une confrontation sur votre vol. La compagnie aérienne pourrait l'avoir signalé. Êtes-vous en sécurité? Avez-vous besoin d'aide? » Amara cligna des yeux. « Je vais bien, merci. Oui, il y a eu un incident, mais personne n'a été blessé ou menacé. Cela a été résolu. » Derrière elle, Kenya émergea, les yeux nerveusement dirigés vers le groupe d'officiers. L'officier adressant Amara fit un signe de tête vers Kenya. « C'est l'autre passagère impliquée. » Amara tourna la tête. « Oui, mais nous allons bien. Il n'y a pas besoin d'intervention supplémentaire. En fait, c'était un malentendu que la compagnie aérienne a escaladé inutilement. » L'officier hocha poliment la tête. « Compris. » Kenya exhala en toute tranquillité. « Merci. » Alors qu'elles s'éloignaient ensemble, Kenya regarda Amara avec gratitude. « Je ne sais pas comment vous remercier. J'avais tellement peur qu'il me vire de ce vol ou pire. » Amara toucha doucement son épaule. « Vous n'avez pas à me remercier. Personne ne devrait avoir à subir ça. » Kenya trembla des lèvres. « Ma tante. Elle est décédée. Je vais là-bas pour ses funérailles. C'était la dernière chose dont j'avais besoin. » Les yeux d'Amara se radoucirent. « Je comprends. Écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre. » Kenya essuya une larme. « Vous avez déjà fait plus que nécessaire. Continuez à vous battre pour des gens comme moi, sénatrice. On a besoin de voix comme la vôtre au pouvoir. » Amara ressentit un pincement au cœur, un renouveau de son sens du devoir. « C'est exactement ce que je vais faire. » Ce qu'Amara ne savait pas, c'est que de nombreux passagers avaient filmé la confrontation à la porte en Atlanta. Quand elle et Kenya arrivèrent dans le terminal ADC, les images avaient déjà été publiées sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, elles étaient devenues virales. Les passagers qui reconnaissaient Amara avaient déjà posté des tweets. Les agents de la porte de Delta appellent la police contre une femme noire, puis découvrent que son amie est une sénatrice des États-Unis. Le hashtag Flying While Black commença à devenir viral. Les médias s'en emparèrent. Rejouant les images tremblantes du téléphone portable de Trevor, Brenda et des policiers, le téléphone d'Amara s'est allumé avec des notifications dès qu'elle a reconnecté ses données. Des messages de ses collaborateurs, des appels manqués de journalistes, des emails inondant sa boîte de réception. Sa directrice de la communication, Samantha Park, avait laissé 3 messages urgents. « Sénatrice, appelle-moi dès que possible. Nous avons une crise médiatique et une opportunité entre les mains. » Amara soupira en serrant son téléphone contre son oreille. Elle se tourna vers Kenya. « Je dois gérer ça. Est-ce que ça va aller ?» Kenya hocha la tête. « Oui, ma famille m'attend dehors. Merci encore. » Elles échangèrent leurs coordonnées. Kenya lui fit un dernier signe de gratitude avant de disparaître dans la foule. Amara se précipita vers un coin calme près d'un kiosque à journaux Hudson. Elle appela Samantha qui répondit dès la première sonnerie. « Amara, que s'est-il passé ?» demanda Samantha, la voix dure avec inquiétude. Amara expliqua la situation, racontant chaque détail. Samantha écouta attentivement, murmurant parfois de stupéfaction. Lorsqu'Amara eut terminé, Samantha exhala. « On ne peut pas ignorer ça, sénatrice. Les réseaux sociaux sont en feu. Les gens veulent que vous preniez la parole. » Amara se frotta la tempe. « J'ai besoin d'un moment pour réfléchir. J'ai une audience demain et on ne peut pas laisser ça tout éclipser. »« C'est déjà le cas, » dit Samantha. « Riley, on pourrait tourner ça comme un exemple de ce contre quoi vous vous êtes toujours battu. Une preuve vivante de la discrimination que tant de gens subissent. Mais il faut être stratégique. » Amara jeta un regard autour d'elle. « D'accord. Organisons une conférence de presse demain, après l'audience. Je ferai une brève déclaration maintenant sur les réseaux sociaux pour reconnaître l'incident mais appeler au calme. Ensuite, demain, je m'expliquerai plus formellement. » « Parfait. Je vais rédiger quelque chose pour vous à revoir dans 15 minutes. » En raccrochant, Amara avala difficilement une boule dans sa gorge.
Elle se sentait épuisée et quelque peu en colère de devoir politiser instantanément un traumatisme que Kenya avait vécu. Pourtant, elle savait aussi que mettre en lumière de tels incidents pouvait conduire à un changement. Le lendemain, Amara entra dans la salle d'audience du Sénat, une chambre imposante avec des rangées de chaises pour les collaborateurs, les journalistes et les membres du public. L'ordre du jour, révision des amendements à un projet de loi sur les droits civils que Amara avait défendu. L'ironie n'échappait pas à Amara. Des collègues s'approchèrent, offrant des paroles de soutien ou des regards curieux. « Je comprends que vous ayez eu un vol mouvementé, sénatrice Jackson, » dit le sénateur Caldwell, un législateur vétéran connu pour ses positions modérées. Amara força un sourire poli. « Disons que ça a été un moment d'apprentissage sur les préjugés auxquels les gens sont toujours confrontés. » Il hocha lentement la tête comme s'il réfléchissait. « Ferez-vous une déclaration officielle après l'audience ? Je préfère garder l'attention sur le projet de loi pour l'instant. » L'audience se déroula comme prévu, long témoignage, débats ouverts, amendements proposés et analysés. Mais tout au long de la séance, le téléphone d'Amara vrombissait avec des mises à jour sur les vidéos virales. Une bataille faisait rage sur Twitter, certains utilisateurs défendant la compagnie aérienne ou minimisant l'angle racial, tandis que beaucoup d'autres condamnaient l'incident comme une discrimination flagrante. Pendant une pause, Amara se dirigea dans un couloir bordé de colonnes en marbre. Samantha la rattrapa, tenant une tablette. « Les vidéos ont dépassé les 2 millions de vues, » dit-elle, essoufflée. « Les journalistes campent à l'extérieur, ils veulent un commentaire. »« Qu'ils attendent, » répondit Amara d'un ton sombre. « Je parlerai après l'audience. » En fin d'après-midi, Amara termina ses travaux en commission et se dirigea vers un podium improvisé installé pour une conférence de presse. Des photographes, des journalistes et des équipes de caméras se tenaient dans le couloir, impatients d'entendre une déclaration. Amara s'avança vers le micro, ajustant sa posture. Elle portait un blazer noir, son épinglette de sénatrice brillant sous les lumières fluorescentes. « Bonjour à tous », commença-t-elle, la voix résonnant. « Merci d'être ici. Je tiens à m'exprimer sur l'incident survenu hier à l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Une passagère, une jeune femme noire, a été d'abord refusée à l'embarquement en raison d'une erreur d'assignation de siège. Lorsqu'elle a exprimé ses préoccupations, les agents de la porte ont aggravé la situation en menaçant d'appeler la police. Elle s'arrêta un instant, croisant les regards des journalistes. « Je suis intervenu parce que je croyais, et je crois toujours, qu'elle n'était pas traitée de manière équitable et que la menace de l'expulser de l'avion était injustifiée. Lorsque j'ai révélé que j'étais sénatrice des États-Unis, la situation s'est apaisée. Mais voici le point crucial. Et si je n'avais pas été sénatrice ? Combien de personnes, en particulier les personnes de couleur, font face à une surveillance injuste et sont incapables de l'arrêter ? » Un murmure se répandit parmi les journalistes, les caméras clignotèrent. « Soyons clairs. Je n'ai pas l'intention de diaboliser toute une compagnie aérienne ou ses employés. Cependant, nous devons reconnaître les préjugés systémiques qui mènent trop souvent à des traitements injustes. » La jeune femme en question, mademoiselle Kenya, voyageait pour assister aux funérailles d'un membre de sa famille. Elle était dans une situation vulnérable et elle aurait dû être traitée avec compassion, non avec suspicion. Sa voix se fit plus ferme. « Je demande une enquête sur la manière dont les compagnies aériennes gèrent de tels différends. De plus, je travaillerai en étroite collaboration avec mes collègues pour renforcer les protections contre la discrimination dans la législation sur les droits civils à venir. Tout le monde mérite de voyager avec dignité et respect, indépendamment de sa race ou de son statut. » Elle termina sa déclaration et ouvrit la séance aux questions. Une pluie de questions s'abattit. « Sénatrice Jackson, avez-vous eu des nouvelles de Delta? Envisagez-vous de les poursuivre? Quelles réformes proposez-vous exactement ?» Amara navigua habilement parmi les questions, soulignant qu'elle voulait un dialogue constructif et non une guerre juridique. La conférence de presse se termina sur une note de prudence optimiste. Pourtant, Amara ne pouvait se défaire du poids lourd du souvenir du visage en larmes de Kenya, de la dynamique de pouvoir humiliante à la porte d'embarquement. Moins de 24 heures plus tard, Delta Airlines publia une excuse officielle, reconnaissant que l'incident aurait dû être géré avec plus de sensibilité. Ils évoquèrent leur engagement en faveur de l'inclusivité et promirent de mener un examen interne. Pour des raisons de relations publiques, ils offrirent à Kenya une mise à niveau gratuite pour son vol retour, ce qui provoqua des réactions partagées en ligne.
Certains considéraient cela comme trop peu, trop tard. Les noms de Trevor et Brenda circulaient désormais sur Internet, bien que la compagnie aérienne ait tenté de les garder anonymes dans ses déclarations publiques. Des passagers présents à la porte à 27, ce jour-là publièrent des récits détaillés de ce qu'ils avaient été témoins. Certains racontaient d'autres fois où les mêmes agents de porte s'étaient comportés de manière grossière. D'autres critiquaient la compagnie aérienne dans son ensemble pour avoir cultivé une culture où de tels préjugés pouvaient prospérer. Alors que l'histoire se propageait, les appels à la responsabilité se faisaient de plus en plus forts. L'action en justice des avocats se faisait de plus en plus pressante. Un jour plus tard, un mémo interne de Delta fut divulgué. Il révéla que Brenda et Trevor avaient des plaintes antérieures déposées contre eux pour comportements discriminatoires. Les ressources humaines leur avaient apparemment donné des avertissements, mais les incidents n'avaient jamais été rendus publics jusqu'à maintenant. Le mémo provoqua un tollé. Les groupes de défense des droits humains réclamaient le renvoi des employés. Certains menaçaient de boycotter. Dans un tournant spectaculaire, Delta annonça que Brenda et Trevor étaient suspendus indéfiniment en attendant une enquête approfondie. Pour beaucoup, cela semblait être une justice karmique. Les deux employés, qui s'étaient si rapidement empressés d'appeler la police contre Kenya, faisaient désormais face à des conséquences sérieuses pour leur comportement répété. Le scandale public leur a coûté leur poste, ou du moins, les a mis sur le point de le perdre. Juste au moment où le drame de la compagnie aérienne atteignait son apogée, l'amendement sur les droits civils d'Amara est arrivé en vote au sein de la commission judiciaire du Sénat. Les médias ne prêtaient généralement pas attention aux votes ordinaires des commissions, mais avec son nom en tendance, les journalistes s'étaient accrochés à chaque étape de sa progression législative. Dans une victoire étroite, l'amendement passa en commission, l'envoyant au Sénat pour un vote complet. La mesure incluait des dispositions exigeant que les agences fédérales recueillent des données sur les plaintes pour discrimination raciale dans les centres de transport, y compris les aéroports. Elle prévoyait également un renforcement des droits des passagers pour décourager les expulsions arbitraires et demandait une meilleure formation du personnel des compagnies aériennes sur les techniques de désescalade. Amara prit la parole au Sénat avec un discours passionné, évoquant indirectement son expérience récente. Des millions d'Américains voyagent chaque jour. La plupart le font sans incident, mais pour beaucoup, surtout les personnes de couleur, voyager peut devenir un parcours semé d'embûches, de suspicions et de manque de respect. Assurons-nous que nos lois les protègent. Le Sénat, sous la pression de l'opinion publique, adopta la mesure par un vote bipartisan. Même certains sceptiques, qui avaient d'abord rejeté la nécessité de nouvelles régulations, se laissèrent convaincre par le torrent viral de témoignages personnels. Amara ressentit une vague de triomphe lorsqu'elle vit le décompte des voix pencher en sa faveur. Quelques jours plus tard, après le passage de l'amendement, Amara décida de prendre des nouvelles de Kenya. Elle s'était échangé leur numéro. Bien que l'emploi du temps d'Amara rende les appels personnels difficiles, elle réussit à trouver un après-midi libre. Amara composa le numéro de Kenya. Kenya répondit d'une voix abattue. Elle expliqua que l'enterrement de sa tante avait été une petite cérémonie émotive. Elle était toujours en deuil, mais elle exprima sa gratitude, soulignant que l'implication de la sénatrice avait non seulement changé sa vie, mais aussi lancé une discussion plus large sur la discrimination. « Vous avez changé ma vie », dit Kenya doucement. « Mais c'est plus que ça. Je vois des gens en parler en ligne, même des gens qui n'avaient jamais réfléchi à la manière dont les micro-agressions ou la suspicion peuvent nous faire mal. Maintenant, ils apprennent. Ils voient ça à travers mon histoire. » Amara sentit sa gorge se serrer. « Je suis juste soulagé que tu sois rentré chez toi en toute sécurité et que tu aies pu dire au revoir à ta tante. » Kenya lui demanda des nouvelles de la bataille législative. Amara expliqua comment l'amendement sur les droits civils avait été adopté, en partie grâce à l'attention médiatique suscitée par leur incident à l'aéroport. L'ironie n'échappa à aucune d'entre elles. D'une confrontation humiliante était né un moment national de prise de conscience. « J'espère que cela signifie que moins de gens vivront ce que nous avons vécu, » dit Kenya. « Moi aussi, » répondit Amara. « Reste en contact et si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. » Quelque temps plus tard, le bureau d'Amara reçut une lettre officielle du PDG de Delta. Elle exprimait des regrets pour l'incident à la porte à 27, promettait des changements structurels dans la formation des employés et proposait de discuter de partenariats potentiels avec le bureau de la sénatrice pour promouvoir des politiques de voyage inclusives. C'était un geste diplomatique, probablement provoqué par la crise médiatique qu'ils avaient traversée.
Amara réfléchit à la meilleure manière de répondre. Samantha suggéra qu'il rencontre Delta et encourage la compagnie aérienne à devenir un modèle dans la lutte contre la discrimination, transformant un négatif en un positif. Amara accepta que le dialogue ouvert pouvait mener à des réformes significatives. Lors d'une réunion privée, les cadres de Delta remercièrent Amara pour sa volonté d'engager la conversation. Ils lui demandèrent des conseils sur l'élaboration de nouvelles lignes directrices pour les agents de porte en matière de résolution des conflits. Amara offrit son point de vue, insistant sur la nécessité d'empathie et de contrôle contre les préjugés personnels. La conversation fut étonnamment constructive, bien qu'Amara conservât un scepticisme raisonnable. Le changement réel prend du temps, leur rappela-t-elle. À travers le pays, l'histoire virale continuait de résonner. D'autres personnes vinrent partager leurs propres histoires horribles avec les compagnies aériennes. Donnant lieu à des discussions sur la responsabilité des entreprises et la formation contre les préjugés raciaux. Plusieurs compagnies aériennes commencèrent discrètement à revoir leur politique pour éviter des dommages réputationnels similaires. Les groupes de défense des droits saisirent l'élan, poussant pour des protections plus fortes sous le département des transports. Les politiciens, qui avaient autrefois évité le sujet du profilage racial, se sentirent obligés de réagir. Certains critiques accusèrent Amara de vouloir se donner en spectacle, mais son bilan cohérent en matière de droits civils rendit difficile pour eux de discréditer sa crédibilité. Dans les communautés du pays, on évoquait cet incident comme un tournant. L'expression « sortir sa carte de sénateur » devint un cri de ralliement symbolique, soulignant comment l'identité de quelqu'un, ou son absence, pouvait radicalement changer le déroulement d'une rencontre avec l'autorité. Pour Amara, cette épreuve devint à la fois une victoire politique et un rappel personnel. Elle prit conscience de la fragilité des protections offertes par le pouvoir. Malgré son statut, elle aussi avait ressenti l'humiliation du préjugé dans cet aéroport. Si ce n'avait été pour sa carte de sénateur, l'issue aurait peut-être été très différente. Elle se retrouva à réfléchir à son propre parcours. D'une jeune fille issue d'un quartier populaire à l'une des législatrices les plus visibles du pays, son chemin avait été pavé de nombreuses expériences de discrimination. Pourtant, elle avait persévéré et atteint une position où elle pouvait façonner les lois. Cela nourrissait sa détermination à continuer à pousser, à continuer à changer le récit pour que les générations futures n'aient pas besoin d'une carte VIP pour être traitées avec dignité. Sur un plan plus personnel, elle contacta ses parents, leur racontant toute l'histoire. Sa mère, une ancienne enseignante, pleura au téléphone, fière et émue à la fois. « Bébé, tu te souviens comment on nous disait que tu n'irais jamais nulle part si tu continuais à combattre le système ?» demanda-t-elle, la voix remplie de larmes. « Regarde où tu en es maintenant. » Amara sourit à travers ses propres larmes. « C'est grâce à toi, maman. » Pendant ce temps, le sort de Brenda et Trevor était en jeu. Selon les derniers rapports, leur audience interne s'était conclue par une révocation. Leur syndicat avait tenté de défendre des sanctions plus légères, mais la compagnie aérienne estima que cet incident faisait partie d'un schéma récurrent. Des passagers d'autres vols témoignèrent, déposant des plaintes formelles. Les enquêteurs notèrent que Trevor et Brenda avaient souvent ciblé certains clients, principalement des personnes de couleur, pour des contrôles supplémentaires. Les rumeurs sur les réseaux sociaux laissaient entendre que Trevor était furieux, affirmant avoir été sacrifié et que la sénatrice avait joué la carte de la race. Mais ces réclamations ne trouvèrent que peu de soutien public. Brenda écrivit une lettre privée d'excuses à Kenya, une tentative de rédemption personnelle, peut-être. Kenya partagea la lettre avec Amara, incertaine de savoir si elle devait pardonner l'agent de porte ou rester sur ses gardes. Amara conseilla la prudence. Seul toi peux décider si tu veux accepter ces excuses. Mais quoi qu'il en soit, sache que tu n'as rien fait de mal. Elles en tirèrent toutes deux une leçon sobre sur le karma. On ne peut pas abuser de son autorité sans en subir les conséquences dans un monde de plus en plus tourné vers la responsabilité. Des mois plus tard, la vie reprit son cours. Les gros titres sensationnels s'estompèrent, remplacés par de nouvelles controverses et élections. Mais les changements amorcés discrètement continuaient. Les compagnies aériennes rapportaient des formations améliorées sur la résolution des plaintes, certaines imposées par les nouvelles régulations. Le département des transports annonça des programmes pilotes pour recueillir des données sur la fréquence à laquelle les passagers de couleur étaient affectés de manière disproportionnée par les réservations surbookées ou les accusations de passagers turbulents. Amara Jackson devint une voix de premier plan en matière d'équité dans les transports, collaborant avec des organisations de défense des droits civiques pour surveiller l'industrie.
Elle n'oublia pas Kenya, prenant parfois des nouvelles d'elle. Kenya finit par trouver un nouveau travail à Washington DC, choisissant ironiquement de vivre dans la ville où Amara servait. Elle expliqua à Amara qu'elle voulait être plus proche de l'action et apporter sa propre contribution à la réforme sociale. Un jour, elles se rencontrèrent pour un café dans un café cosy de DC. Kenya avait une lueur dans les yeux en parlant d'une organisation à but non lucratif qu'elle. Défenseur. Parce qu'une voix qui se lève peut en inspirer d'autres, et les systèmes commencent à se pencher vers la justice. Si cette histoire vous a touché, merci de liker, de la partager avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à cette chaîne. En diffusant ces récits puissants, vous contribuez à amplifier l'appel à l'empathie et à l'égalité. Votre soutien permet à plus d'histoires comme celle-ci d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pouvons continuer à avancer, une voix à la fois. VOCA. Parce que lorsqu'une voix se lève, d'autres s'unissent et les systèmes commencent à se pencher vers la justice. Si cette histoire vous a touché, merci de cliquer sur j'aime, de la partager avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à cette chaîne. En diffusant ces récits puissants, vous aidez à amplifier l'appel à l'empathie et à l'égalité. Votre soutien permet à plus d'histoires comme celle-ci d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pouvons continuer à avancer, une voix à la fois. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci.